Ça pourrait être l'événement spatial de 2023 et ça s'appelle Dear Moon, chère Lune. La mission est annoncée depuis 2018. Elle est financée par un milliardaire japonais et doit se faire à bord d'une fusée SpaceX encore en développement. L'idée pour ce milliardaire japonais, c'est d'emmener avec lui autour de la Lune pendant 6 jours 8 artistes de tous les genres et ce projet donc pourrait se produire en 2023. Bonjour Stéphane Sébil. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la commission astronautique et technique spatiale de la Société astronomique de France. Est-ce que le décollage de la fusée prévue pour ce voyage est vraisemblable en 2023 ? Vraisemblable, je ne pense pas. Pour 2024 peut-être parce qu'en fait, le premier décollage du Starship en orbite n'a pas encore eu lieu et donc tant que ce décollage ne s'est pas fait, on ne peut pas prévoir un autre vol. Donc il faut absolument que ce premier décollage soit fait et soit réussi. Alors cette fusée, effectivement, qui s'appelle Starship, de la société SpaceX d'Elon Musk, dites-nous-en un peu plus. Ce sera la plus puissante jamais construite de ce que j'ai pu lire. Oui, tout à fait. C'est une fusée qui fera plus de 120 mètres de haut, et qui sera sur 2 étages et qui sera plus puissante que la fusée Saturn qui avait amené les hommes sur la Lune dans les années 60 pour le programme Apollo, et encore plus puissante que le SLS, la fusée de la NASA qui vient de partir pour envoyer une capsule autour de la Lune pour le programme Artemis. C'est une fusée totalement innovante, réutilisable en fait. Tout à fait. Elle sera totalement réutilisable, donc c'est pour ça qu'il faut attendre le premier vol. C'est important, mais à partir du moment où le premier vol sera réussi, il n'y aura aucun problème. C'est la première fois qu'on aura ce type de fusée réutilisable, à la fois le premier et le deuxième étage ? Oui, tout à fait. SpaceX travaille depuis de longues années sur le réutilisable. Ils en sont, depuis qu'ils ont la Falcon 9, ils n'arrêtent pas de réutiliser leur premier étage pour les vols habités. Et là, cette année, ils ont fait 60 lancements, 60 récupérations de premier étage. Donc maintenant, il faut qu'ils essayent avec leur deuxième étage et tout se passera bien. Alors je le disais, ce milliardaire japonais qui finance le projet Dear Moon veut emmener avec lui 8 artistes. Alors il y en a un peu dans tous les genres. Il y a un DJ américain, un YouTuber américain aussi, un artiste tchèque, des photographes, un documentariste, un acteur, un chanteur sud-coréen. Le but de ce voyage n'est pas seulement, et pas tellement, j'allais dire, scientifique, c'est surtout de faire rêver. L'espace fascine toujours. Est-ce que le tourisme spatial est un secteur d'avenir, Stéphane Sébil ? Le tourisme spatial peut être un secteur d'avenir. Maintenant, il faut le codifier réellement pour éviter les dérives. Mais oui, l'espace s'inspire toujours. Dans les années 60, pour le programme Apollo, on disait déjà que pour une adhésion du public, il aurait fallu envoyer un poète sur la Lune. Et là, le japonais, il va envoyer 8 artistes qui vont certainement inspirer des jeunes générations avec ce voyage autour de la Lune. Et il a reçu, paraît-il, 1 million de candidatures pour venir avec lui autour de la Lune. Tout à fait, oui. Alors, lors de ce voyage spatial, donc d'une semaine, il ne s'agira pas de se poser sur la Lune, mais d'en faire le tour avant de revenir sur Terre. Mais c'est la même fusée dont on parlait il y a un instant qui devrait permettre à la NASA d'envoyer des astronautes, cette fois, poser le pied sur la Lune. Ça, c'est pour 2025 ? Oui, tout à fait. La SpaceX a été sélectionnée pour pouvoir déposer les astronautes du programme Artemis sur la Lune. Donc, ça sera exactement le même engin. Il n'y aura pas l'atterrisseur, c'est seulement. Donc là, ils font juste un tour de la Lune. Et plus tard, SpaceX va développer son atterrisseur qui fera la navette entre la station spatiale qui sera autour de la Lune et la surface lunaire. Et ça, c'est pour quand véritablement les pieds sur la Lune ? Si tout va bien, aux alentours 2025-2026.
Ah, c'est pour bientôt. Dans quel but, demain, oui. dans quel but les terriens vont-ils sur la Lune? Bon, il y a plusieurs buts. Il y a le but scientifique, parce que la Lune, ça fait 50 ans qu'on n'y a pas mis les pieds. Donc, malgré qu'on ait des roches lunaires encore sur Terre, on a besoin d'en savoir plus sur la Lune. Ensuite, ça fait un peu cliché de dire ça, mais l'homme a toujours envie d'explorer. Donc, la Lune sera une première étape avant d'aller sur Mars. Ah oui, ça, c'est la prochaine étape, effectivement, le voyage vers Mars. Et ce voyage vers la Lune, c'est un prérequis pour passer au voyage vers Mars? Oui, ça va permettre de tester toutes les technologies qui seront nécessaires. Et puis, ça permettra à l'homme de partir plutôt de la Lune vers Mars que de la Terre vers Mars, parce qu'au niveau consommation d'énergie, ça sera plus simple. Vous parliez tout à l'heure, lorsque je vous demandais quel était l'avenir du tourisme spatial, vous parliez des dérives possibles qu'il faudrait éviter. Est-ce que vous voyez aussi des dérives possibles à cette nouvelle conquête de la Lune puis de Mars? Non, je pense pas qu'il y ait de dérives. Je pense pas qu'il y ait de dérives. Il y a de la compétition entre les différents pays du monde. Il y a de la compétition, c'est une compétition qui est plus pour une suprématie nationale, mais c'est une compétition qui est saine. C'est pas une compétition pour acquérir un bout de territoire ou des choses comme ça. Non, c'est une compétition qui va être d'abord scientifique, puisque chaque pays va développer un programme scientifique pour pouvoir aller sur la Lune et sur Mars. Et à partir de là, il y aura une certaine coopération plus tard entre les pays. L'agence spatiale chinoise a présenté récemment un calendrier d'exploration des planètes par des sondes automatiques. Et c'est un programme carrément ambitieux puisque ça va jusqu'à Jupiter. Au fond, est-il nécessaire qu'un homme se pose sur une planète pour faire les études scientifiques que vous évoquiez? C'est le grand débat entre l'homme et la machine. Alors, effectivement, la machine peut faire beaucoup de choses que l'homme ne peut pas faire, mais l'homme est quand même le meilleur vecteur d'inspiration pour les autres, pour inspirer les jeunes, pour inspirer vers les carrières scientifiques. L'homme reste le vecteur qu'une machine n'a pas. Elle ne peut pas retransmettre des sentiments, une machine ne peut pas retransmettre exactement ce qu'aura vu un astronaute, etc. Un petit robot, ça fait moins rêver qu'un astronaute. Tout à fait. Et pour autant, il y a 2 ans déjà que la Chine est allée récolter des échantillons de roches lunaires. Tout à fait, oui. Les Russes avaient fait pareil dans les années 70, mais quand vous parlez aux gens, rien de tel que les astronautes Apollo pour leur imaginaire. Aller récolter des cailloux sur la Lune avec des hommes, ça fait beaucoup plus rêver qu'avec des machines. Pour donner quand même un ordre de grandeur de l'aventure, la Lune, c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale qui est à 400 km au-dessus de nos têtes. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Station spatiale, d'ailleurs, disons-en un mot, qui a subi, paraît-il, une fuite importante il y a quelques jours. Est-ce qu'on a frôlé la catastrophe, selon vous? Et que prévoit-on pour évacuer les occupants si vraiment il y a danger? Alors, c'est pas la station spatiale en elle-même qui a eu un problème, c'est un des vaisseaux russes, Soyouz, qui a une fuite d'ergol. Donc, c'est pas la station spatiale en elle-même, elle ne courait pas de danger. Maintenant, si le vaisseau Soyouz n'est pas capable de ramener plus tard les hommes sur Terre, il faudra certainement en envoyer un supplémentaire pour le remplacer. Le vaisseau Soyouz qui est arrimé à la station spatiale tout à fait, oui. au cas où il faut rapatrier tout le monde rapidement, c'est bien ça? Oui, et puis c'est le vaisseau qui a amené les passagers, donc il faut revenir.
Oui, tout simplement. C'est pour le covoiturage dans l'espace. Voilà. La colonisation de Mars par l'être humain, c'est-à-dire l'installation d'une communauté humaine sur la planète, c'est un thème classique de science-fiction. Dans certains films, ça se passe pas très bien d'ailleurs. Pourquoi Mars? Est-ce que c'est la planète du système solaire qui ressemble le plus aux conditions vivables pour l'être humain? Non, ça ressemble pas exactement pour l'être humain parce que Mars est plus petite, a une atmosphère qui est pas du tout la même. Mais c'est depuis, on va dire la nuit des temps, Mars fait rêver. Donc c'est pour ça que l'homme a envie d'y mettre un pied. Et puis c'est la planète qui est la plus facilement entre guillemets accessible pour lui, parce que la Lune n'est pas vraiment une planète. Mais Mars est une planète et c'est plus accessible pour l'homme que d'aller sur Vénus où il fait très très chaud, Mercure, etc. D'accord, mais gageons que ça restera quand même longtemps de la science-fiction. Merci beaucoup Stéphane Sébille. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la Commission astronautique et technique spatiale de la Société astronomique de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée. Sud Radio.